Salut les amis, alors comme vous l'avez vu, je viens de vous mettre quelques séquences que j'ai filmées dans le hall du cinéma où j'étais il y a environ à peu près une heure et demie. J'ai attendu que ça se dégage, qu'il y ait moins de monde pour vous faire ma critique dans le cinéma. Malheureusement, j'avais commencé la critique, la batterie est tombée à zéro d'un coup. Donc il a fallu que je rentre chez moi et là je viens de rentrer il y a quelques minutes et je vous fais la critique et comme vous l'avez vu dans la miniature, oui, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux, mais oui, parce que c'est un grand film, voilà, c'est tout ce que j'attendais, et plus encore. Le film n'est pas dénué de défauts, il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais franchement, rien qui gâche le plaisir du film. Mais alors, c'est un blockbuster total, comme j'en ai rarement vu au cinéma. Il met pour moi en PLS tous les films de super-héros que j'ai vus de ces 2 ou 3 dernières années. Et je dis pas ça méchamment contre les films de super-héros. Vous savez que j'aime bien les Marvel et que j'en parle sur la chaîne. Sauf que les Marvel, malheureusement, c'est du fond vert, à 90% du fond vert. Et là, c'est pas du fond vert, c'est un film organique, mécanique, où il y a une véritable générosité, un film qui sent bon les années 90, même les années 2000. C'est un blockbuster total, fait par amour, avec générosité, d'un acteur démiurge parce qu'il est à tous les niveaux impliqué, il est impliqué au niveau de la production, bien évidemment, c'est le producteur du film, il est impliqué dans le choix du réalisateur, il a son mot à dire dans le scénario, dans le choix des acteurs, dans l'entraînement physique des autres acteurs, quelqu'un de perfectionniste et d'exigeant qu'il est pour lui-même et pour les autres, mais jamais plus pour les autres qu'il n'est pour lui-même. Tom Cruise. Tom Cruise, c'est mon acteur préféré, et encore une fois, ce film fait me dire qu'il n'y a personne comme lui aujourd'hui au cinéma, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, je vais commencer sur un petit coup de gueule que j'ai déjà fait hier dans ma vidéo et que je vais répéter comme à peu près dans toutes les vidéos où je vais parler de Tom Cruise, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je commence à en avoir marre de lire et d'entendre des critiques sur Tom Cruise concernant sa religion. Et oui, je dis religion, parce que toute religion, à la base, est une secte. Après, chacun voit midi à sa porte, on aime, on n'aime pas. J'en ai marre qu'on juge Tom Cruise sur le prisme de ses convictions religieuses et pas sur son talent. Jugez le mec sur son talent. Il n'y a personne qui fait ce qu'il fait aujourd'hui. À son âge, il a presque 60 ans, le mec est indéboulonnable. Il n'y a personne. Et il va encore nous mettre une claque et on sera en PLS quand on verra les prochaines missions impossibles. Dead Reckoning, part 1, part 2. Voilà. Donc Tom Cruise repousse les limites du faisable. Il va même tourner un film dans l'espace avec Doug Liman où il ira directement sur la station spatiale internationale. Et là, ce ne sera pas comme George Clooney et Sandra Bullock dans Gravity avec des fonds verts. Ce sera dans le vrai espace. Physique. Cosmique. Donc, il n'y a personne qui fait ce que fait Tom Cruise aujourd'hui. Quand Tom Cruise, il est producteur d'un film, on peut être sûr et certain que ce ne sera pas un film moyen. Ce sera au minimum excellent, voire un chef-d'œuvre. Et quand Tom Cruise il nous dit qu'il a tourné avec un véritable avion de chasse, qui s'est entraîné plusieurs mois avec la Navy et l'US Air Force, et qu'il a exigé aussi des autres acteurs qui jouent dans le film, toute la bande de jeunes qui sont tous excellents, qu'il a exigé d'eux qu'ils subissent aussi un entraînement pour pouvoir manier des avions de chasse, ben ça se voit, et ça donne un cachet qu'il n'y a pas, il n'y a nulle part ailleurs. Où vous trouvez ça? Où vous trouvez un acteur qui a passé plusieurs mois pour pouvoir, en entraînement avec l'armée, pour pouvoir lui-même manier un avion de chasse F-18 pour un film? Ça n'existe pas, c'est du jamais vu. Même pour le premier, il n'avait pas fait ça. Bon, c'est normal, entre-temps, il est devenu ultra perfectionniste, il l'était déjà quand il était jeune, mais entre-temps, il est devenu bigger than life, c'est-à-dire plus grand que la vie en anglais, c'est-à-dire monsieur repousse les limites du toujours plus. Donc il y a très très peu d'acteurs qui sont capables de faire ce qu'il fait. On a Christian Bale qui est capable de mettre sa vie en danger au niveau de sa santé pour se transformer selon les rôles. On a aussi Matthew McConaughey, mais on n'en a pas énormément non plus. On a des gros acteurs comme ça, il y en a qui se comptent sur les doigts de la main, hein, ou éventuellement les doigts des deux mains. Donc, c'est une claque au niveau de la réalisation, c'est Joseph Kosinski qui avait déjà signé pour moi un des meilleurs blockbusters de SF de la décennie passée, notamment en 2013, il me semble que le film était sorti, Oblivion, avec cette superbe bande originale de M83, bref, Oblivion déjà avec Tom Cruise, Joseph Kosinski qui avait réalisé Tron, l'héritage, donc Tron 2, une valeur sûre en tant que réalisateur et qui ici est virtuose. Voilà, c'est une réalisation impeccable, irréprochable, techniquement irréprochable.
Au niveau du scénar, je sais qu'il y a Erin Kruger qui, il me semble, a coécrit le scénar. Elle a travaillé sur du Transformers et sur d'autres blockbusters. C'est une plutôt bonne scénariste. Je sais que j'avais regardé sa filmographie parce que ça m'intéressait. Moi, j'aime bien qu'il y ait des scénaristes femmes dans des hommes, dans des mondes, dans des univers très masculins, parce que ça peut donner des choses très intéressantes. Donc, il me semble qu'elle bosse sur le scénario en co-écriture avec quelqu'un d'autre. Au niveau du casting, alors, rempile Tom Cruise, rempile Val Kilmer. Et ça n'est pas juste en photo. Mais je peux pas en dire plus parce que sinon ce serait spoilé. Et c'est pour moi probablement la séquence la plus émouvante, la plus belle du film qui m'a donné les larmes aux yeux. Je dois le dire, si vous avez vu ma critique de hier de Top Gun, et si vous, entre-temps, vous avez rattrapé, vous avez revu le premier Top Gun, vous connaissez un petit peu la relation Iceman-Maverick. D'abord rivalité, ensuite respect et amitié. Bon, là, c'est grandiose. Je peux pas en dire plus, ce sera pour la partie spoiler. Ensuite, au niveau des acteurs qui font leur retour, ben, mine de rien, il y en a pas d'autres, il me semble, comme ça, à première vue, il n'y en a pas d'autres. Alors, il y a quelques séquences de flashback, et c'est très très bien distillé, il y a quelques séquences de flashback du premier Top Gun. Je dirais pas que c'est du fanservice, je dirais tout simplement que c'est utile au scénar. C'est pas juste pour faire sympa, pour dire, ah t'as vu, c'est le bon vieux temps. Non, c'est juste que c'est utile au scénario. C'est notamment la séquence où ils sont en train de chanter avec Goose dans le bar, et où il y a le fils de Goose qui est assis sur le piano et Meg Ryan qui est à l'arrière avec Kelly McGillis, où ils sont en train de chanter Danger Zone, si je me trompe pas. Danger Zone qui est reprise ici. On l'entend à nouveau. Et donc, il y a une séquence flashback qui renvoie à la scène du présent et qui est très très bien fait. C'est utile au scénario. En dehors de ça, c'est pas un film où il y a énormément de fanservice. On n'est pas sur Spider-Man No Way Home par exemple, même si j'ai bien aimé le fanservice de No Way Home, mais on est sur un film qui est totalement cohérent avec le premier, qui est scénaristiquement cohérent, à une exception, c'est par rapport à Kelly McGillis, mais encore une fois, ce sera pour la partie avec spoilers. Donc c'est peut-être là le petit point négatif du film, avec un autre léger point négatif, mais très très peu. Quand je dis négatif, c'est parce que je chipote, parce que j'essaie d'être nuancé. Mais sinon, j'ai adoré. En vrai, le film, je lui mets 20 sur 20. Mais c'est normal, je suis pas objectif. C'est Tom Cruise, c'est mon acteur préféré, et c'est le film que j'attendais le plus de l'année, et probablement qui sera dans mon top 3, voire peut-être mon number 1. Donc, en dehors de ça, eh bien, tous les autres acteurs sont nouveaux. Et on a du gratin. Alors là, on a le haut du panier. On a Ed Harris qui apparaît au début. On a vraiment l'impression de voir débarquer le général Francis Hummel à Alcatraz comme dans The Rock de Michael Bay. On a le duo John Hamm, qui est Mad Men et beaucoup d'autres films, et Charles Parnell, qui fait donc son adjoint. Charles Parnell, il me semble qu'il jouait dans la série, si je me trompe pas, il joue dans la série The Last Ship aux côtés de Eric Dane. Et The Last Ship, si vous avez aimé Top Gun, vous aimerez cette série pour prolonger le plaisir, parce que The Last Ship, c'est clairement une ode à l'armée américaine, à la fois à la marine et à la Navy. Si vous allez voir des porte-avions, des avions de chasse qui font des missions de combat. Donc The Last Ship, il me semble qu'il y a Charles Parnell qui jouait, à moins que ce soit dans Battleship de Peter Berg, mais j'ai un petit doute. Quoi qu'il en soit, il jouait déjà dans un film où il faisait un soldat américain de la Navy. Et le duo John Hamm, Charles Parnell, qui donc donne les ordres à Tom Cruise, est excellent. Déborde de charisme, il y a de la noblesse, du respect dans les relations des personnages. Le côté patriotique est un peu moins mis en avant, mais le côté noblesse, héroïsme est sublimé. Et là, pour le coup, on est au top du top. On peut pas faire mieux. À l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas fait mieux. Tout en étant réaliste, bien évidemment. Hein, on n'est pas sur Transformers non plus. Donc, alors, ensuite, les jeunes acteurs. Ils sont tous excellents. De Glenn Powell à l'actrice dont j'ai oublié le nom, qui a un nom latino, j'aime beaucoup, qui fait Phoenix, la pilote. Ils sont tous excellents. Il y en a deux que je retiens. Lewis Pullman, le fils de Bill Pullman, dont je vous parlais déjà très très récemment dans ma critique de Open Range, où il joue un des fils de Josh Brolin dans la série. Mais surtout,
ben, c'est le rôle principal du film aux côtés de Tom Cruise à quasi-égalité, c'est Miles Teller. Ai-je besoin de présenter Miles Teller? Je pense que parmi vous, il y a des très très grands fans de Miles Teller, notamment dans Whiplash. Je pense au Rat de Gotham, je pense à la critique de Neo, je sais que vous adorez Whiplash, moi aussi. Il nous avait montré à quel point il était impressionnant et investi dans son rôle. Alors c'est vrai que malheureusement il a atterri sur les 4 Fantastiques de Josh Trank, mais c'est pas très grave. Ça fait pas de lui un mauvais acteur, loin de là. Ça fait de lui quelqu'un qui est tombé dans un mauvais projet à un moment donné de sa carrière. Ici, il joue le rôle du fils de Goose, donc le coéquipier joué par Anthony Edwards dans le film original Top Gun. Et alors, il est tellement ressemblant, c'est vraiment, on dirait vraiment le fils de Anthony Edwards dans le film. La même dégaine, les mêmes mimiques, les mêmes faciès, les mêmes tics au niveau du visage. C'était assez impressionnant, mais surtout, il tient la dragée haute à Tom Cruise. Vous savez, c'est toujours pareil, quand on a un très grand acteur, il faut qu'en face, on ait quelqu'un qui... il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à la hauteur et qui pousse dans les retranchements l'acteur pour continuer de toujours aller plus loin dans l'interprétation. Et là, Miles Teller, il tient la dragée haute à Tom Cruise et il aide Tom Cruise à être encore plus impressionnant au niveau de l'émotion. J'ai rarement vu Tom Cruise être aussi intense au niveau de l'émotion et en même temps être fragile. Fragile dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dévoiler des faiblesses, je trouve qu'il est exceptionnel. Et Miles Teller, j'ai vraiment retrouvé ce duo, j'ai eu l'impression que c'était vraiment le duo Goose Maverick de Top Gun, du premier Top Gun, mais c'est l'héritage spirituel du premier Top Gun. C'est d'une fidélité sans faille au niveau de l'esprit, au niveau de l'héritage. Miles Teller est impressionnant. Ils ont des scènes avec Tom Cruise qui sont profondes, qui sont poignantes. Je peux pas en dire plus, ce sera pour la partie avec spoilers. D'ailleurs, on va très vite passer à la partie avec spoilers. Donc, je finirai avec Jennifer Connelly, qui, je trouve personnellement qu'elle est encore plus belle aujourd'hui que quand elle était jeune. Jennifer Connelly dans ce film est sublime. Elle est magnifique. Honnêtement, c'est là où tu regrettes de ne pas être acteur des fois et de jouer aux côtés d'actrices comme ça, parce que tu te dis que Tom Cruise a quand même de la chance. Bref, et on finira par la musique. Hein. La musique, alors, ai-je besoin de préciser que les chorégraphies, non, je pense l'avoir déjà dit, les chorégraphies aériennes sont au top du top. Là, on est sur quelque chose, sur le premier film, c'est rien en comparaison. Là, ça repousse les limites. Le scénario, d'ailleurs, est assez ingénieux et renvoie à l'actualité, mais je peux pas en dire plus. Dernier gros point positif, c'est l'alliance de Harold Faltermeyer et Hans Zimmer, deux des plus grands compositeurs des années 80 qui étaient tous deux des maîtres du synthétiseur, qui ont commencé à peu près à la même époque. Hein, on avait Harold Faltermeyer sur Top Gun, Les flics de Beverly Hills, on avait Hans Zimmer sur Rain Man, donc vous voyez, autre film avec Tom Cruise, c'était à peu près la même époque, à quelques années près. Ici, ils sont ensemble avec Lady Gaga qui compose une chanson sublime pour la fin, que j'ai Hold My Hand, je crois, que j'ai trouvé géniale, vraiment très poignante, très belle musique, même si ça n'arrive pas au niveau de A Star Is Born. L'alliance de ces deux grands compositeurs fait que dès que vous entendez le Top Gun Anthem, l'hymne Top Gun, j'avais des frissons, j'avais les poils qui se dressaient. Bref, sublime, mais peut-être que dans la première partie du film, on a un petit ventre mou, c'est-à-dire qu'on a une grosse séquence d'introduction assez hallucinante, c'est du rarement vu, on sent l'impression de puissance, mais après ça, pendant une petite demi-heure, on a un ventre mou où ça parle un petit peu et il n'y a pas beaucoup d'action. Bon, c'est pas très grave, parce que le film fait plus de 2 heures, et honnêtement, on en a largement pour son argent si on vient pour du spectacle. Est-ce que je vous le recommande? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Voilà, vous avez vu marqué grandiose sur ma miniature, foncez. Et si en plus vous voulez voir un film au cinéma du grand spectacle que vous voulez avoir pour votre argent, voilà, foncez, allez-y. Honnêtement, j'ai envie de le revoir une deuxième fois. Et en ce moment, c'est rare quand je vais voir des films plusieurs fois au cinéma, parce que je trie vraiment. Autant, vous voyez, les Marvel, j'y vais parfois à reculons et j'ai pas envie de les revoir au cinéma, chez moi éventuellement. Autant la Top Gun, je me demande si je vais pas y retourner probablement avant la fin de la semaine. Parce que là,
les frissons, voilà. Allez, sur ce, on va passer à la partie avec spoiler dans 3, 2, 1. C'est parti, spoilers. Alors, la séquence d'introduction où il doit aller à Mach 10 pour pouvoir garder le financement de l'armée et donc que tout son équipage ne se retrouve pas au chômage, sinon l'armée va lui retirer les subventions. Pourquoi ? Parce que l'armée, représentée ici par l'amiral joué par Ed Harris, veut remplacer les pilotes par des drones. C'était d'ailleurs le scénario original, lorsqu'on nous en a parlé en 2012, le scénario tournait autour du remplacement des pilotes par des drones. Bon, au final, c'est juste le tout début du film, c'est tout. Hein. Mais cette séquence, où il va à Mach 10, on sent cette impression de puissance quand il monte, qu'on voit les jets monter, c'est un truc de fou. Cet avion, je ne sais pas ce que c'est comme modèle, mais il est sublime. Cet avion est sublime. Vraiment, on dirait un avion de science-fiction. Pourtant, c'est un avion qui existe vraiment. Donc, cette séquence d'introduction est à couper le souffle. Ensuite, ce petit ventre mou, c'est toute la rencontre avec Jennifer Connelly dans le bar, toute la discussion entre les jeunes recrues. C'est vrai que ça dure un petit peu trop longtemps à mon goût. Ça aurait été bien de raccourcir de 10 minutes. C'était pas nécessaire de le faire aussi long. Jusqu'à ce que ensuite Tom Cruise se présente à eux en tant que leur nouvel instructeur. Donc c'est là où je me suis dit, bon, ça aurait pu être raccourci un petit peu, mais c'est pas très grave parce que ça permet de bien voir toute la dynamique de groupe qu'il va y avoir entre ces jeunes-là, à savoir que donc Rooster, hein, c'est le nom de code donc du fils de Goose, nom de code Goose, hein, c'est pas leur vrai prénom, Rooster joué par Miles Teller, donc ici dans le film en veut énormément à Tom Cruise parce que Tom Cruise, lorsqu'il était en charge de l'administration à l'école des pilotes, a refusé que Rooster intègre l'académie. Et pourquoi ? Parce qu'il avait fait la promesse à Meg Ryan, qui est morte entre-temps, enfin le personnage de Meg Ryan qui est morte entre-temps dans le film, il avait fait la promesse de ne pas l'envoyer suivre le chemin de son père parce qu'elle avait peur de perdre aussi son fils comme elle avait perdu son mari. Et ça, il n'est pas au courant, Miles Teller. Donc Rooster, il n'est pas au courant de ça. Tom Cruise, Maverick, il prend sur lui. Il prend sur lui que Rooster lui en veuille, mais pour son bien. Au final, il va s'avérer que Rooster, c'est le meilleur pilote de toutes ces jeunes recrues, parce que lorsqu'ils vont être confrontés au cœur de la mission, c'est-à-dire détruire une base où il y a des armes nucléaires, alors je pense que ça doit être un pays, soit la Russie, soit la Corée du Nord, un truc dans le style, quand ils vont être confrontés donc au cœur du problème, où ils se disent on va pas tous s'en sortir et que Tom Cruise essaie de se sacrifier pour que les autres puissent s'enfuir, les autres F-18 avec les jeunes pilotes, il va revenir, voilà, Rooster va revenir pour sauver Tom Cruise, ils vont se retrouver en terrain ennemi, et là, ils vont rentrer dans la base ennemie et voler un F-14, et là, c'est reparti, séquence nostalgique avec le F-14, séquence nostalgique, j'avais des frissons, on a l'impression de revoir le Top Gun des années 80, de 1986, sauf que c'est le fils de Goose, mais voilà, c'est le même cockpit, c'est le même avion, et puis, ça fait plaisir parce qu'on a ces jeunes qui découvrent les pilotes à l'ancienne. Ces jeunes qui sont habitués à tout du matos électronique et là qui sont un petit peu perdus, mais qui en même temps apprennent très rapidement. L'humilité de ces jeunes d'apprendre de leurs aînés. Et ça fait très très plaisir. C'est toujours plaisant de voir aujourd'hui des jeunes, des cadors qui, au final, rabaissent un petit peu leur caquet pour apprendre de leurs aînés qui sont plus sages que eux. Et aujourd'hui, ça, c'est une mentalité qui se perd, même chez les acteurs, même dans la société, parce que les jeunes, notamment les progressistes, mais pas seulement, pensent savoir tout mieux que leurs parents, mieux que leurs aînés, mieux que leurs supérieurs. Et en fait, non, voilà, tout simplement, ils savent pas mieux. Donc, ça fait plaisir, voilà. On a cette notion de respect des anciens, j'aime beaucoup, et en même temps, cette symbiose entre les deux qui cherchent à parler, on va dire, figurément parlant, à Goose, Maverick qui dit Goose parle-moi, comme il faisait d'ailleurs dans le premier film,
et Rooster, donc le fils de Goose, qui lui dit « Papa, parle-moi ». Les deux cherchent à avoir quelque part un petit peu l'inspiration de leur ami et père respectif pour pouvoir se dépasser. Et ça, c'est beau. Mais la séquence qui, moi, personnellement, m'a foutu les larmes, c'est les retrouvailles entre Val Kilmer et Tom Cruise, Iceman. Parce que, en fait, Tom Cruise, à chaque fois, il est à un doigt de se faire virer, mais plusieurs fois, durant les 36 années qui viennent de passer, après le premier film. Il a eu à chaque fois des problèmes avec l'autorité et il était à chaque fois à un doigt de se faire virer et quelqu'un lui sauvait la mise. Et quelqu'un, c'était Iceman. Parce que Iceman, donc Kazansky, il est devenu amiral entre-temps. Et donc, il a quasiment tout pouvoir dans l'armée et il sauve la mise à chaque fois. Et là, ils vont se revoir. Et Val Kilmer, quoi. Val Kilmer, ça m'a fait tellement plaisir de voir Val Kilmer. Alors on le sait, il a eu un cancer de la gorge et aujourd'hui il a du mal à parler. Ça a été extrêmement bien intégré avec beaucoup de pudeur et de dignité et d'intelligence au niveau du scénar. Ils arrivent à se parler, rien que par le regard, ils se comprennent. Et ça c'est beau. Alors après, il arrive aussi à écrire sur un ordinateur. Il écrit des phrases et Tom Cruise les lit et ils se répondent. Mais il fait l'effort, et ça c'est très bien parce que dans les making-of qu'on a vus, on sait qu'ils ont recréé la voix de Val Kilmer, et il arrive à parler, à dire 2-3 phrases à Tom Cruise, les phrases les plus importantes qui vont faire en sorte d'aider Tom Cruise, de Maverick, à reprendre confiance en lui, et surtout à essayer d'avoir les clés pour débloquer la situation entre lui et Rooster, donc le fils de Goose qui lui en veut, et qui comprend pas. Et c'est Iceman qui va avoir cette foi en son ami en lui disant « toi seul peux y arriver ». La séquence, il y a tellement d'émotions qui se dégagent, ça nous renvoie. Parce que voilà, la condition physique de Val Kilmer, même s'il est bien, il est quand même en forme physique, je veux dire, c'est pas... Attention, hein, on voit pas les muscles et tout. Ici, il est dans son bureau, limite en fauteuil roulant, mais enfin, il est debout, mais il est quand même amoindri physiquement. Mais il est quand même... voilà, j'ai retrouvé le Val Kilmer physiquement, j'ai retrouvé le Val Kilmer que j'aimais. Moi, c'est un acteur que j'aimais énormément, Val Kilmer. Je trouve que vraiment, c'est terrible, un acteur comme ça qui est dévasté par la maladie alors qu'il était au sommet. Bref, on sent l'amitié, on sent le poids des 36 ans de l'amitié entre lui et entre Iceman et Maverick. Cette amitié qui naît à la fin du film, et lui dit « Toi, tu es toujours aussi dangereux, mais je te veux comme coéquipier », alors qu'au début il disait « Tu es dangereux et tu es con ». Et là, on sent que durant toutes ces décennies, ils se font une totale confiance, c'est beau à voir. Ils se comprennent sans se parler. Les larmes dans les yeux de Tom Cruise, et puis quand on apprend la mort de Iceman, parce qu'à un moment donné, Tom Cruise a une conversation avec sa femme et lui dit ouais, il souffre beaucoup en ce moment. Et à un moment donné, Tom Cruise, il est déjà au creux de la vague au niveau confiance en lui parce qu'il a du mal à gérer la relation avec Rooster. Et là, il apprend le décès de Iceman, donc de Kazansky, son meilleur ami, le dernier ami qui lui restait, le seul qui lui évitait de se faire virer de la Navy. Et là, il est quelque part, il est un petit peu anéanti, il est en larmes et tout. C'est les funérailles avec l'hymne. C'est pas l'hymne américain, c'est l'hymne aux morts, là, je sais plus comment on dit ça. Vous savez, il y avait la trompette. Et cette séquence-là, elle est tellement émouvante. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. Et puis après, donc, toute la séquence finale où Rooster, donc Miles Teller, vient sauver Tom Cruise. Ils sont, ça fait film de commando. Hein, ils sont tous les deux dans la neige, poursuivis par des hélicos et tout. Vraiment, il y a une séquence course-poursuite dans la neige, façon un petit peu Call of Duty. Vous voyez, limite on est sur du Metal Gear Solid. Hein. Donc pour ceux qui ont joué au jeu Metal Gear Solid. Donc toute cette séquence finale, et puis bien évidemment, voilà, ils se prennent tous dans les bras, Miles Teller qui termine avec Tom Cruise qui le prend comme un fils, puisque Miles Teller, il avait perdu son père, mais il a aussi perdu sa mère, enfin, Rooster, hein, le fils de Goose, je vais simplifier, je vais dire Miles Teller, il avait perdu son père et sa mère, et il retrouve un père d'adoption, donc Maverick,
Et en même temps, Tom Cruise, il creuse un petit peu sa relation avec Jenny, jouée par Jennifer Connelly, qui était la fille d'un amiral. Alors, je sais pas si on fait mention d'elle, je crois pas qu'on fasse mention d'elle dans le premier Tom Cruise, il me semble pas. Mais on sait qu'il avait eu d'autres conquêtes féminines. Alors, petite déception de ne pas savoir qu'est-ce qu'il en a été de leur relation avec Kelly McGillis, c'est pas du tout mentionné dans le film. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir si le perso était toujours vivant, si ça avait été juste une passade, ou si au final, ouais, ils s'étaient mariés, ils avaient divorcé, ou si elle était morte d'un cancer, ou peu importe. Ça aurait été bien qu'on ait un petit peu de creuser cet aspect-là, mais bon, ceci dit, la relation avec Jennifer Connelly est géniale, parce que elle est empreinte de beaucoup de pudeur, c'est pas une fille facile dans le film, on sent que c'est une fille qui a de la poigne, qui a de la personnalité. En même temps, pour tenir un bar et se faire respecter de tous les soldats, il faut avoir de la personnalité. Et puis en plus, on la voit, c'est quand même une dure à cuire. Elle fait de la navigation, elle apprend à Tom Cruise, elle apprend à Maverick à faire de la navigation en bateau. Et elle élève toute seule en tant que mère célibataire sa fille qui a l'air d'être très intelligente aussi. Donc, voilà, Tom Cruise, après, voilà, il cherche à se stabiliser et du coup, voilà, elle le comprend mieux que personne dans le film et elle lui donne des conseils, quelque part, elle lui donne des conseils de mère célibataire à homme qui n'a jamais eu d'enfant mais qui a un fils de substitution, donc le fils de son meilleur ami, donc Rooster, le fils de Goose. Tout ça est très très bien écrit, très bien imbriqué. Et au final, donc, dans son atelier où il est pilote, il répare un avion et il fait un petit peu du vol, il fait du vol de détente. Et ben il amène Jennifer Connelly à la fin faire une balade en vol et on sent qu'ils vont former une grande famille avec Jennifer Connelly, avec la fille de Jennifer Connelly dans le film et avec Rooster. Donc c'est le mec qui apprend, encore une fois, aux jeunes recrues, parfois pour certaines trop sûres d'elles, comme le personnage de Glenn Powell, un peu trop sûr de lui, un petit peu comme Maverick dans le premier film. C'est le vieux de la vieille, Tom Cruise, qui autrefois était trop sûr de lui, mais qui a acquis de la sagesse, qui, encore une fois, fait montre d'aptitudes que même les jeunes n'ont pas. Donc il est un mentor, il arrive à se faire respecter sans pour autant sans pour autant menacer. Bref, voilà, il en impose par son talent, par son charisme, par sa sagesse. C'est l'actionneur ultime, c'est Action Man. Voilà. Si un jour il y a un film Action Man, ça sera Tom Cruise. Donc, tellement content d'avoir vu Top Gun Maverick qui a répondu à toutes mes attentes, même au-delà parfois, notamment au niveau de la musique, comme je vous disais, elle est sublime. Hein, ils se sont dépassés. Hein, les deux compositeurs, ils font bien la paire dans le film. Et puis, que vous dire si ce n'est que c'est un film qui dépasse le premier à tous les niveaux, mais qui, en même temps, a un petit peu moins de légèreté, un peu plus de gravité que le premier film au niveau du ton. Pour autant, il y a pas mal de vannes, et c'est pas des vannes qui tombent à plat, c'est de l'humour qui est plutôt bon enfant et intelligent. C'est pas un film où la masculinité virile est mise en avant, même si on retrouve la séquence du volleyball, mais ici, et ça, j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a une fille dans l'équipe. Et c'est pas une fille pour le féminisme. C'est une fille parce que c'est vrai que c'était un milieu très très masculin le premier film, c'est une autre époque, 36 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a des femmes dans l'armée, il y en a beaucoup même, et il y a des femmes qui sont tout aussi douées et talentueuses, qui ont les mêmes capacités que les hommes. Et c'est bien d'avoir mis une femme dans le film. Après, je suis content aussi qu'ils aient pas fait la parité, parce que sinon ça aurait fait un peu trop politique. Là, on a une femme, c'est une femme de poigne, qui se laisse pas faire. Il n'y a aucune remarque sexiste ou ce genre de choses, ou dégradante. Et il n'y a pas de remarque non plus féministe, vous voyez. Il n'y a pas de militantisme féministe dans le film. C'est très bien équilibré. J'ai absolument rien à redire. Ça me fait très plaisir de voir cette nouvelle génération qui gravite autour d'un acteur, Tom Cruise, qui représente l'ancienne et la génération actuelle. Voilà, que Tom Cruise continue à nous régaler pour encore quelques décennies.
Voilà, béni soit Tom Cruise, c'est l'acteur ultime à ce jour. Pour moi, il n'y a pas meilleur en termes d'action. Le mec fait tout lui-même. Et rien que pour ça, il faut voir son film au cinéma. Et en plus, il a insisté pour que son film sorte au cinéma, c'est pas pour rien. Tom Cruise, c'est un gage de qualité. Il a encore prouvé une fois de plus. Que dire? Je vais m'arrêter là, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Merci à toutes et à tous. Allez voir Maverick, allez voir Top Gun Maverick. Probable que je vais aller le revoir une autre fois et qu'on en parlera dans un live libre antenne. Une claque visuelle, et ça n'est pas le petit ventre mou ou la petite déception de l'absence de Kelly McGillis non expliquée qui va changer quoi que ce soit. C'est un très grand blockbuster, probablement dans mon top 3 des meilleurs films de cette année. Enfin, je parle à la fin de l'année, parce qu'à l'heure actuelle, c'est mon number one et de très loin. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et moi, je vous retrouve vendredi pour Obi-Wan Kenobi et samedi ou dimanche, on verra pour Stranger Things. Portez-vous bien, bonne fin de semaine et ciao tout le monde.